national inclusif qui réunit depuis près d'un mois et demi des représentants de l'opposition et des soutiens du chef de l'agence militaire au pouvoir, Mahamat Idriss Déby. Le fils d'Idriss Déby, qui avait dirigé le pays pendant près de 30 ans, est aussi autorisé à se présenter aux prochaines élections, des décisions contraires à ce que préconisait l'Union africaine. Seulement 24 heures après l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie, les forces de Moscou sont forcées de se retirer de Liman, dans l'une de ces régions justement, celle de Donetsk. L'armée ukrainienne est entrée ce samedi à Liman, donc ville stratégique de l'est du pays, car c'est un carrefour ferroviaire. Et l'armée russe n'avait pas d'autre choix que de se retirer. C'est l'avis du général Jérôme Pellistrandi, il est le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Cette ville était située, et toujours située, sur un carrefour logistique avec des routes et des voies ferrées, et donc était importante parce qu'elle permettait en fait aux Russes d'approvisionner leurs unités en première ligne. Et donc la chute de Liman est un coup dur puisque ce carrefour stratégique n'est plus contrôlé par les forces russes qui les obligent donc à se réorganiser, d'où l'annonce de ce retrait. Et à l'inverse, eh bien, pour les Ukrainiens, c'est le symbole qu'ils sont dans une dynamique offensive et qu'ils reconquièrent du terrain. Il fallait impérativement pour les commandements russes d'éviter de perdre trop de soldats et surtout qu'il y ait des prisonniers, parce que sur le plan du moral, eh bien, avouer que des soldats russes ont été faits prisonniers tomberait très mal compte tenu du contexte de mobilisation décrété par Vladimir Poutine la semaine dernière. De son côté, le dirigeant de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, habitué à déclarations fracassantes, propose d'utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Et puis après l'arrestation vendredi du directeur de la centrale de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine cette fois-ci, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendra à Moscou et à Kiev la semaine prochaine. Il veut obtenir la mise en place d'une zone démilitarisée autour de la centrale aujourd'hui occupée par les Russes. 18h05 à Sao Paulo, au Brésil, où demain, dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président. Le président sortant, Jair Bolsonaro, est donné perdant par tous les sondages contre son rival Lula. L'ex-président de gauche pourrait remporter les élections dès le premier tour s'il arrive à mobiliser les indécis et les électeurs des milieux défavorisés. Mais même s'il gagne l'élection dès ce dimanche, il devra encore ensuite former une coalition au Congrès pour gouverner. Pour cela, il faudra qu'il se rapproche des partis du centre qui soutiennent aujourd'hui Jair Bolsonaro. Alors comment va-t-il s'y prendre? Voici la réponse donnée par Lula hier vendredi lors d'une conférence de presse. Le centre, ce n'est pas un centre politique. Le centre, c'est un ensemble de partis qui ont des intérêts politiques très divers avec lesquels il faut discuter et trouver des accords de circonstances. Le problème, c'est qu'avant, il y avait les chefs de parti avec lesquels on pouvait discuter, trouver un accord et monter une coalition. Aujourd'hui, un chef de parti n'a plus aucun pouvoir. Il faut discuter avec les députés qui sont en même temps chefs de parti dans des régions. Donc il faut négocier avec les partis au niveau régional dans les États. C'est un grand bazar de négociation parce que la discipline partisane a disparu. Donc c'est pour cette raison que je défends des partis forts avec un dirigeant fort pour qu'on puisse s'asseoir autour de la table, discuter et conclure un accord de coalition pour gouverner. Sinon vous devenez un prisonnier du Congrès et personne ne peut gouverner de manière stable en étant prisonnier du Congrès. L'ancien président brésilien de gauche, Lula da Silva, qui a réuni ses partisans à Sao Paulo ce samedi une dernière fois, tout comme son rival dans cette élection, le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Les États-Unis libèrent 2 neveux du président vénézuélien Nicolás Maduro, incarcéré jusqu'ici pour des soupçons de trafic de drogue. Une décision douloureuse prise par le président américain Joe Biden, selon un haut responsable américain, et visiblement un échange de prisonniers puisqu'un peu plus tôt, Caracas avait libéré 7 détenus américains après des années de détention injustifiée selon la Maison-Blanche. Aux États-Unis, toujours, la Floride compte ses morts après le passage de l'ouragan Ian cette semaine. Le bilan très provisoire est de 23 victimes pour l'instant selon les forces de l'ordre, mais il pourrait rapidement être revu à la hausse. L'ouragan a baissé en intensité, rétrogradé en catégorie 1 et il a atteint hier vendredi la Caroline du Sud. En Amérique centrale, cette fois-ci, le Nicaragua de plus en plus isolé sur la scène internationale. En conflit ouvert déjà avec l'Église catholique et le Vatican depuis plusieurs mois, le régime de Daniel Ortega a expulsé ce samedi l'ambassadrice de l'Union européenne dans le pays.
Managua avait déjà rompu hier soir ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas qui venaient de renoncer à un projet humanitaire dans le pays. C'est une pratique peu connue du Danemark à l'égard de femmes inuites du Groenland. Le Groenland qui fait partie toujours du royaume danois. À la fin des années 60, des milliers de ces femmes se sont vues poser des stérilets, un moyen de contraception, mais sans leur consentement, voire sans les informer. Un scandale sanitaire sur lequel les gouvernements du Groenland et du Danemark ont décidé de mener une enquête conjointe. Guillaume Delteil. La souffrance, l'ignorance et le sentiment d'être seul ont pendant longtemps conduit les femmes victimes de cette pratique à se taire. Mais plusieurs décennies plus tard, les témoignages s'accumulent et se recroisent. Les stérilets ont été implantés sans consentement et sans explication sur des femmes, souvent encore toutes jeunes filles, des adolescentes, dès l'âge de 12 ans, approchées dans leurs établissements scolaires. Selon un podcast danois, Spiral Companion, ce sont jusqu'à 4500 femmes et filles qui ont ainsi été stérilisées entre 1966 et 1970. Cela représentait alors près de la moitié de la population féminine groenlandaise en âge de procréer. Et la pratique a perduré jusqu'au milieu des années 70 avec des conséquences parfois dramatiques, des saignements, des douleurs sur des corps trop petits pour ces dispositifs et parfois des infections qui ont pu conduire à une stérilité à vie. La douleur physique et émotionnelle que ces femmes ont rencontrée est toujours présente, a reconnu ce vendredi le ministre danois de la Santé, alors que le Conseil pour les droits de l'homme du Groenland évoque de son côté un possible génocide. L'enquête que les deux parties vont mener conjointement doit durer 2 ans. Guilhem Delteil. Et puis quelques mots de football pour terminer dans le championnat français de Ligue 1, 9e journée. Rennes l'a largement emporté face à Strasbourg, 3-1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face à Nice. Et puis en Espagne, 7e journée de Liga, l'Atlético Madrid s'est relancé dans le championnat en allant battre le Séville FC 2-0. Il est bientôt 23h10 ici à Paris. Merci d'être fidèle à RFI. L'atelier des médias, Steven Jambot. Depuis la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre à Téhéran, une vague d'indignation secoue l'Iran. Dans des manifestations, on voit des femmes retirer et parfois brûler leur voile. On voit des forces de sécurité réprimer les rassemblements et être à leur tour prises à partie. Avec mes invités, nous allons discuter de ces images qui nous parviennent d'Iran. L'atelier des médias avec Steven Jambot. Dimanche, à partir de 11h TU. RFI. Le club RFI, Éric Amiens. Mais oui, le club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Très heureux d'être avec vous. Initiative des clubs. Cette semaine, c'est la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo, qui nous accueille. Un club très actif. Bonsoir, Patrick Mangala, président du club. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir, Eric. Bonsoir, les auditeurs de la Radio France Internationale, la RFI. Bonsoir. On salue tous les membres du club de Kisangani et toute la population de Kisangani, tous les auditeurs de cette région qui nous écoutent chaque semaine pour les initiatives des clubs RFI. On va te demander, Patrick, d'abord, comment se porte le club RFI Kisangani, puisque depuis quelque temps, on ne vous a pas eu dans cette émission. Alors, comment ça va? Oh, le club se porte très bien. Aujourd'hui, on avait eu quelques rencontres avec les staffs, les membres du comité du club. Donc, le club se porte à merveille. On organise pas mal de projets à venir. Et nous sommes très bien. Et le club RFI est là et les membres sont là. Mais aussi, ce que je peux dire, il y a encore de nouveaux adhérents. Alors, le club RFI Kisangani, c'est un club qui se porte bien et pratiquement, en général, tous les clubs RFI sont en forme pour démarrer cette nouvelle saison avec des initiatives. Alors, Patrick Mangala, quelles ont été les dernières réalisations du club? Le club RFI a organisé pas mal d'activités.